Mesdames, Messieurs, bonsoir. Marché public et textile au menu de questions éco ce soir. Il est inévitable d'évoquer les marchés publics sans faire mention de transparence, que ce soit lors du lancement des offres, de la procédure d'attribution ou de sélection. Cette valeur apparaît en filigrane puisqu'elle est fondamentale, même s'il peut arriver d'en douter. Mais la digitalisation de ce processus devrait jouer en faveur de plus de transparence. Comment et quel cadre juridique de la commande publique au Maroc? Professeur Hassan Al-Arafi répondra à nos questions ce soir en première partie. Et puis en seconde, nous commenterons en compagnie de notre invité cette baisse inquiétante des exportations des t-shirts et autres jeans made in Maroc, moins 16% en janvier selon l'Office d'échange. Comment les industriels appréhendent-ils cette période incertaine? Élément pragmatique de réponse avec un investisseur suisse implanté au Maroc depuis 5 ans. Rodolphe Pedro sera avec nous. Bienvenue à toutes et à tous. La dématérialisation totale des procédures de passation des marchés publics a été actée jeudi 11 mars en Conseil de gouvernement. Les détails de ce projet de décret dans ce récit de Ala Benani. Cette procédure n'était qu'optionnelle, mais maintenant devient obligatoire. Toute soumission dans le cadre d'une passation de marché public doit être déposée et retirée par voie électronique. La dématérialisation se fera petit à petit sur 3 ans pour laisser le temps aux entreprises concernées de s'adapter à la nouvelle procédure. La tendance digitale a été plus ou moins généralisée, notamment à cause de la pandémie qui a été marquée par de longues périodes de confinement, rendant impossible la soumission physique des candidatures et offres à la commande publique. En 2020 et d'après la Trésorerie générale du Royaume, plus de 45 000 soumissions ont été effectuées en ligne, contre seulement 16 000 en 2019. L'année dernière, le nombre des entreprises ayant eu recours à la procédure de soumission dématérialisée a avoisiné les 1300. Enfin, il convient de rappeler qu'afin de rationaliser les dépenses liées aux études et d'assurer plus d'efficacité et de proactivité, une circulaire datant de septembre dernier exige que les appels d'offres liés aux études soient soumis à l'autorisation préalable du chef du gouvernement. J'ai à présent le plaisir d'accueillir via Skype depuis Rabat, professeur Hassan Al-Arafi, professeur en finances publiques à la faculté de sciences juridiques et sociales Mohamed V de Rabat. Bonsoir, professeur Al-Arafi. Bonsoir. Peut-être pouvons-nous commencer par rappeler le cadre juridique de la commande publique au Maroc, professeur Al-Arafi. Bonjour et merci de votre invitation. Bon, comme vous savez, nous sommes presque sur la 3e génération des textes régissant les marchés publics depuis 1976, en passant par 1999 et puis 2013, et avec cette réformette que le gouvernement est en train de projeter pour introduire un amendement concernant la dématérialisation de la commande publique. Et quand on parle de la commande publique, il y a les marchés publics, voilà. Il y a d'autres contrats qui ne s'inscrivent pas dans le cadre du dispositif des marchés publics, tels que les contrats de droit commun, la gestion déléguée, le partenariat public-privé, et qui sont régis par d'autres textes. Par exemple, les marchés publics, ils sont régis par le décret de 2013, la gestion déléguée, elle est régie par la loi 5405, le PPP, elle est régi par la loi 8612, et les contrats d'affermage, ils sont régis par les contrats de droit, par le DAER des obligations et des contrats. Et donc, la commande publique, si vous voulez, c'est le terme générique de tout ce que pourrait commander la puissance publique, qu'il s'agisse de l'administration d'État, des collectivités territoriales et des établissements publics. Bon, la grande nouveauté de la dernière réforme de 2013, c'est qu'on a aujourd'hui un dispositif juridique qui concerne toutes les administrations, sauf quelques établissements publics qui bénéficient de dérogations d'avoir des règlements intérieurs qui sont adaptés à la spécificité de leur activité. Par exemple, il y a des établissements publics pour lesquels on ne peut pas appliquer les règles générales des marchés publics telles que l'ARAM, l'ONCF, etc. Ils demandent une dérogation au ministère des Finances. Ils pourront avoir un règlement intérieur, mais le tout, il est concerné par la commande publique d'une manière générique.
Très Voilà. bien. Alors, avant d'entrer peut-être aussi dans le détail, et notamment en ce qui concerne les collectivités territoriales, selon vous, parce que vous avez parlé de réformette, j'ai retenu ce mot, est-ce que cette clause de dématérialisation pourrait changer beaucoup de choses, notamment aux procédures d'accès à ces marchés publics au Maroc? Écoutez, d'abord, la dématérialisation des marchés publics ne date pas de ce projet de Oui. réforme vient Mais d'être cela passé au devient Conseil des ministres. obligatoire. Oui. Avant, Il c'était devient optionnel, obligatoire. maintenant, c'est obligatoire. Obligatoire. Pourquoi? Parce que si on revient même au rapport de l'instance chargée de la corruption, de lutte contre la corruption, il a considéré toujours la dématérialisation de la commande publique comme un projet à cheval entre deux priorités nationales. La première, c'est que le développement de l'administration électronique, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement, il parlait de e-government Oui. depuis toujours, mais il faut avoir des actions concrètes. Et je ne vous cache pas que nous sommes un peu retardataires par rapport à quelques pays voisins. Par exemple, la Tunisie, 80% de la commande publique aujourd'hui, il est régi par voie électronique. Alors aujourd'hui, toujours, on utilise le papier et la voie électronique. Et la deuxième priorité, c'est la lutte contre la corruption, parce que l'ordinateur ne ment pas. Donc, le soft, donc l'introduction de la technologie, et on le considère comme un paramètre contextuel clé pour réduire le phénomène de la corruption au sein de l'administration publique. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le gouvernement avait obligé les soumissionnaires à procéder au retrait. Mais je pense, en termes d'impact, Voilà. c'est pas ça qui va résoudre le problème de la transparence des marchés publics. Moi, je sais pertinemment que le gouvernement avait fait une étude sur l'analyse des risques des marchés publics, parmi lesquels c'est les procédures de passation. Mais la grande question qui s'impose, est-ce que toutes les collectivités publiques ont la possibilité de gérer électroniquement leurs marchés publics? Il y a des communes, nous avons par exemple 1503 communes. Donc les collectivités territoriales sont concernées, certes, mais ne sont pas réellement outillées. C'est ce que vous dites, professeur Alafi. Voilà. Parce que vous avez des communes qui ont un problème d'accès à l'électricité. Ils n'ont pas des moyens pour avoir de l'électricité dans leur siège administratif. Comment vous allez leur demander d'avoir un bon débit et donc un bon débit pour la connexion Internet. Et donc, pas tous les départements, les acheteurs publics sont le ministère de l'Équipement ou le ministère des Finances. Ils ont un dimensionnement à multivitesse. Et donc, chaque procédure, il doit prendre en considération les contraintes de chaque acheteur public pour qu'on n'aille pas des vices de procédure par la suite. Alors, oui, qu'on n'ait pas des vices de procédure. Donc, finalement, la digitalisation est une bonne chose, accélérée par la pandémie et le confinement. Mais cela dit, il y a déjà ce prérequis qui est le e-gov, ce projet que vous avez cité, qui peine un peu à prendre un bon élan pour qu'il soit effectif sur d'autres aspects, tels que la digitalisation des procédures des marchés publics. Mais alors la question qui se pose, et puis qui est plutôt orientée vers les solutions, c'est ce qu'on préfère mettre en avant dans cette émission, entre autres, c'est alors du coup comment freiner, ou comment avoir plus de transparence dans, d'abord, bon, au-delà de la soumission, mais dans l'octroi de ces marchés publics. Effectivement. Donc, quand on parle des marchés publics, il faut saucissonner le processus. Il y a la préparation, il y a la passation, il y a l'exécution, il y a le contrôle. Et au niveau de chaque segment, il y a des risques. Au niveau de préparation, si vous ne donnez pas la visibilité aux opérateurs sur vos intentions en tant qu'acheteur public, déjà un élément qu'il faut corriger. Certes, la réglementation, elle oblige les acheteurs publics à lancer ce qu'on appelle les programmes prévisionnels. Mais est-ce qu'ils respectent les programmes prévisionnels pour assurer une certaine visibilité pour les opérateurs ou les futurs ou les attributions des marchés publics potentiels? Oui. Au niveau de la passation, il y a deux grands problèmes qu'il faut résoudre au niveau de la passation.
Ce n'est pas cette question de retrait électronique, machin, etc. Donc, ce n'est pas ça le problème, ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est d'abord dans la rédaction des cahiers de charges. Parfois, le risque, c'est de tailler un cahier de charges en fonction d'un acheteur bien visé, d'un prestataire bien visé. Ça, c'est un risque de corruption. Ça, c'est un risque de conflit d'intérêts. Oui, il y a le conflit d'intérêts, les groupements, bon, il y a pas mal de choses. Aujourd'hui, on parle de droit pénal des marchés publics, c'est-à-dire il y a le droit pénal, le détournement, les trafics d'influence, les groupements illicites, etc. Mais au niveau du cahier de charges, il y a un grand problème. Comment l'administration pourrait établir des cahiers de charges qui gardent la pleine concurrence entre les futurs soumissionnaires? Deuxièmement, il y a un trou dans la procédure de passation, c'est que si les travaux d'ouverture de dossiers administration sont publics, mais l'étude technique ou l'étude de l'offre technique, elle reste toujours à huis clos et l'administration, il pourrait faire tout ce qu'il veut. C'est la commission qui s'en occupe. Et cette commission, elle est censée être transparente et... Risque de transparence. Oui. Oui, au niveau de l'exécution, vous avez uniquement le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Et vous avez des maîtres d'œuvre qui peuvent entrer en ligne dans le processus d'exécution des marchés publics. Alors c'est là, est-ce que vraiment on exécute de bonne et due forme? Est-ce qu'on exécute dans la transparence totale? Est-ce qu'on exécute dans le cadre, dans l'équilibre du contrat entre le prestataire et ça, c'est une grande question parce qu'il faut mettre des garde-fous pour que la transparence. Je peux bien respecter les procédures de passation, mais au niveau de l'exécution, je pourrais faire tout ce que je veux. Alors là, au niveau de l'exécution, les textes, je pense, doivent être revus. Que ce soit au niveau des CCAG, ce qu'on appelle les cahiers de clauses administratives et générales. Jusqu'à l'heure actuelle, on a le cahier des clauses administratives et générales des travaux qui vient d'être réformé en 2016. Mais au niveau des études maîtrise d'œuvre, il y a toujours quelque chose à changer parce qu'on travaille avec un texte qui remonte à l'an 2000. Mais pour tout ce qui est service, il n'existe rien. Pour tout ce qui est fourniture, il n'existe rien. Et donc, on a un vide juridique qui pourrait ouvrir les cieux ouverts pour les pratiques anti-concurrentielles ou anti-transparence. Donc, il y a un effort juridique qu'il faut faire dans le sens de l'exécution des marchés publics. Et en plus, je pense qu'il y a un élément important, c'est qu'il faut lier les marchés publics ou la commande publique aux stratégies des départements. Parce que les marchés publics, c'est le moyen de matérialiser vos actions. Et donc, là aussi, je veux dire que la société civile a un rôle à jouer dans ce sens. Étant donné que la Constitution marocaine a conféré à la société civile la possibilité de participer à l'élaboration et à le suivi et l'évaluation des politiques publiques, ce n'est pas de contrôler les marchés publics, ce n'est pas leur rôle. Ça, c'est le rôle de la Cour des comptes. Professeur Al-Arafi, ça c'est le rôle de la Cour des comptes. Vous avez tout à l'heure évoqué l'instance de lutte contre la corruption. Il y a toujours ce texte, parce que vous avez dit c'est le rôle, mais il faut aussi qu'il y ait un champ d'action à cette société civile, voire même à des institutions constitutionnelles telles que cette instance. Mais voilà, le texte est toujours au Parlement, il n'a pas été voté, il a été sujet de débat depuis quelques mois maintenant, mais qui ne confère pas justement ce champ d'action à cette instance pour faire son travail. Bon, l'instance, il a ses propres compétences qui sont définies par là. Mais la Cour des comptes joue un rôle très important, je pense. Depuis que la Cour commençait à publier ses rapports annuels au vu de sa constitutionnalisation et la réforme du code de juridiction financière, je pense qu'elle est en train de faire un rôle extraordinaire en essayant de publier ses remarques sur la gestion de la commande publique, y compris les marchés publics. Et je pense, à ma connaissance, il a impacté positivement la gouvernance des marchés publics au sein de quelques collectivités. Parce que la Cour des comptes, certes, il n'a pas un rôle répressif, ce n'est pas une juridiction pénale, mais il a un rôle normatif. Parce qu'à travers les audits qu'il fait dans le cadre de la procédure de contrôle de la gestion au vu du code de juridiction financière, il dresse des observations et en même temps, et ça c'est le plus important, il donne des recommandations aux maîtres d'ouvrage afin de redresser la situation et améliorer la manière dont il gère les marchés publics. Je pense que, pour moi, je considère que le rôle de
le compte est extrêmement important. Merci beaucoup, professeur Hassan Arafi, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci. Je vous en prie, madame. Nous passons à présent à la seconde partie de Questions Éco. Un retour à présent sur les principaux chiffres liés au textile au Maroc et aux exportations en baisse. C'est un sujet signé à Labnani. À fin janvier 2021, les exportations marocaines ont enregistré une baisse de 5,2%. En milliards de dirhams, cela fait environ 24 contre 25 un an auparavant. Ce recul touche entre autres les ventes du secteur du textile et cuir. Les exportations de ce dernier ont baissé de 16,2%, atteignant 24,6 milliards de dirhams à fin janvier 2021 contre 29,3 milliards de dirhams à fin janvier 2020. Celles-ci ont été affectées principalement par le recul des ventes des vêtements confectionnés et celle des chaussures. Le secteur du textile représente 27% des emplois et 7% de la valeur ajoutée industrielle. L'Espagne et la France absorbent près de 60% des exportations du secteur. En 2019, 17,7% des entreprises marocaines opèrent dans le textile, mais ce pourcentage pourrait être plus important. D'ailleurs, le drame survenu à Tanger le mois dernier dans un atelier de textile clandestin a mis la lumière sur le secteur informel dans la filière, accélérant les pourparlers entre professionnels textiliens, la Chambre de commerce et de l'industrie et la commune. Du coup, la ville va se doter d'un nouveau site industriel dédié au textile, d'une superficie de 17 hectares. Il réunira toutes les usines dans des locaux qui répondent aux normes de sécurité en vigueur. J'ai le plaisir d'accueillir depuis Rabat un investisseur suisse qui a investi dans le secteur du textile il y a 5 ans au Maroc. Rodolphe Pedro, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de me recevoir. Merci à vous d'accepter l'invitation de Média TV. Donc tout d'abord, peut-être une réaction par rapport à ces chiffres. Est-ce que vous pensez que cette baisse était prévisible de la part des industriels ? Écoutez, si vous me demandez comment je vais vous répondre, je vais très bien, mais que ces chiffres sont catastrophiques. J'ai envie de dire que seuls ceux qui ont réussi à basculer leur chaîne de production adaptable sur les masques, par exemple, s'en sortent un peu mieux. Sinon, pour le reste, c'est véritablement une catastrophe. Bon, clairement, l'industrie subit de plein fouet les effets de la crise Covid, notamment en Europe. Donc, premier marché des produits du textile marocain. Quelles sont aujourd'hui les craintes ? Quelles sont vos craintes en tant qu'investisseur par rapport à l'avenir ? Les craintes, si vous voulez, c'est d'abord de ne pas avoir de vision sur la sortie de cette pandémie mondiale. Nous sommes interdépendants de l'Europe, tout comme vous l'avez souligné pendant le sujet. Mais au-delà de ça, j'ai envie de dire que l'augmentation systématique des matières premières, l'augmentation des énergies, pour le diktat du tout vert et des nouvelles technologies, pour un prix de vente toujours le même, nous conduit aujourd'hui à une grande inquiétude sur notre secteur d'activité. Oui, alors, inquiétude, il y a aussi des inquiétudes, cela a été cité par mon collègue dans son papier, concernant le formel finalement et le faussement formel dans ce secteur du textile. Selon vous, cette responsabilité, elle est clairement partagée. Il n'y a pas que l'État à pointer du doigt, encore moins finalement les opérateurs. Alors, qui doit peut-être changer son approche par rapport à ce secteur afin d'éviter des drames comme celui qui s'est passé à Tanger ce 8 février ? Au-delà des chiffres du drame de Tanger, les chiffres, eux, ont le mérite de ne jamais se plaindre. Je voudrais apporter mes condoléances aux familles, car n'oublions pas que ces femmes sont d'abord nos voisines, nos amies, nos sœurs, nos mères, qui sont toutes, elles, victimes de l'ultralibéralisme dans lequel nous sommes plongés. J'ai envie de répondre à votre question, tout comme je l'ai fait auprès du Monde, le média français qui voulait absolument avoir une vision claire de la situation. Mais moi, je vous réponds le plus clairement possible. Les responsables de ces drames sont les donneurs d'ordre européens. Ce sont les responsables, les donneurs d'ordre européens qui viennent ici au Maroc demander à produire toujours et encore moins cher,
alors qu'ils savent très bien qu'on est en dessous d'un coût de production réalisable, conduisent un système, un écosystème dans sa globalité à transgresser. Les responsables de ces drames sont les Européens. Très bien. Est-ce que vous pensez que la création d'une nouvelle zone industrielle dédiée au secteur du textile soit la solution idoine, notamment à Tanger? Est-ce que, selon vous, c'est la solution idoine pour éviter que finalement il y ait pas assez respect des droits des travailleurs et des travailleuses? Écoutez, si vous voulez bien, moi j'ai des alternatives, enfin j'ai des idées. D'abord, il faudrait, je pense, que nos politiques acceptent que les idées peuvent émaner aussi du public. Les idées ne sont pas priorité. Enfin, vous voulez dire du secteur, des idées émanent aussi du secteur privé, pas du public, c'est ça? Enfin, du public, c'est-à-dire vous en tant que... Du public, moi en tant que public, mais si vous voulez, nous tous, les idées ne sont pas une priorité absolue de nos politiques. Il faut accepter aussi qu'elles émanent du privé et de l'opinion publique. Je pense que d'abord, il faudrait être écouté par nos politiques à ce titre-là. Et moi, je vois j'ai trois propositions qui sont concrètes pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Je pense que la première des propositions serait de créer par l'État des locaux aux normes, des locaux de taille 200 à 400 mètres carrés pour les petites chaînes informelles afin d'offrir à l'informel de sortir et de devenir formel. Des locaux avec des loyers modérés, encadrés bien sûr, pour éviter la spéculation, serait une première des propositions. Vous savez, tout pays émergent se doit de sortir de l'informel. Tout pays émergent, c'est le combat ultime et prioritaire. Rester dans l'informel conduit au drame que nous avons vécu, et malheureusement trop souvent. C'est la première des propositions que je verrai. La deuxième, si vous voulez bien, ça serait de subventionner tout ce qu'on appelle les fameux audits ou les mises aux normes. Comment voulez-vous que les petits puissent payer tout ce qui est audit incendie, audit sécurité et autres? Si vous saviez le nombre de contrôles et de mise aux normes, du bruit, du son, de la lumière, etc. à faire, tout ceci coûte beaucoup d'argent. Comment voulez-vous qu'on impose aux gens d'être aux normes alors que ceci coûte énormément d'argent? Oui. Cela devrait être subventionné pour les petits. Ça, c'est la deuxième, je pense, proposition. Et la troisième, bien sûr qu'on devrait baisser le coût, les taxes douanières sur les produits d'importation. Nous sommes au Maroc trop dépendants des produits d'importation. Je parle pour le consommable. Ça, c'est l'une des solutions concrètes. De plus, je pense qu'il faudrait, encore une fois, avoir une logique de bonus-malus. J'avais soulevé cette problématique pour l'eau. Aujourd'hui, la LIDEC continue, je parle de mon secteur d'activité, je suis dans le délavage, la LIDEC continue à facturer ces mètres cubes au même prix que vous ayez une station de retraitement des eaux ou que vous n'en ayez pas. Alors que c'est la même chose, la même logique pour les normes de sécurité. Faisons des bonus-malus. Ceux qui ont un bonus, ceux qui n'ont pas sont sanctionnés par un malus. Tout ceci me semble être trois idées tout à fait réalisables par nos politiques et de bon sens. Très bien. Et on va terminer, toujours orienté vers l'avenir, Rodolphe Pedro. Et par rapport à ces temps incertains que nous sommes en train de vivre, quelle autre alternative, vous avez parlé des alternatives pour le secteur, mais quelle autre alternative que peuvent prendre cette fois les acteurs du secteur, vous en tant qu'investisseurs et entrepreneurs, pour peut-être démarcher de nouveaux débouchés pour le produit fabriqué au Maroc, puisqu'en Europe, eh bien, parce que le process de vaccination est un peu en retard, cela affecte automatiquement, bien sûr, la demande et donc, du coup, aussi l'exportation. Est-ce qu'il n'est pas temps de se tourner vers de nouveaux marchés ? Vous avez tout à fait raison, Khadija. Nous sommes interdépendants de l'Europe. L'Europe va mal, très mal, alors que nous sommes à une position stratégique ici au Maroc. Et c'est pour cela que je reviens de Côte d'Ivoire,
où l'économie fonctionne très bien. La Côte d'Ivoire est véritablement une locomotive. Vous avez appelé ce qu'on appelle la sous-région, les pays limitrophes à la Côte d'Ivoire. Moi, je reviens avec des carnets de commandes, avec des gens qui ont envie de travailler, qui sont dans la capacité de payer et qui sont dans un dynamisme économique qu'on ne connaît plus en Europe. Bien sûr que nous, ici, avec cette position stratégique, nous devons aussi aller prospecter ailleurs que d'être en attente de cette fameuse Europe qui va mal. Et je ne la vois pas, pour l'instant, repartir. Merci beaucoup. Merci Rodolphe Pedro, PDG du groupe Wacheco, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci. Voilà, c'est la fin de Question Écho. Très bonne soirée à tous.